Un matin d'hiver, à Carthage, dans la banlieue de Tunis. Du sommet de la colline de Byrsa, on distingue juste en bord de mer une étendue d'eau isolée. Quelques petites barques de pêcheurs y sont amarrées. Un lieu de quiétude, à l'écart de la ville. Pourtant, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Cette lagune aux eaux tranquilles a abrité l'un des plus illustres ports militaires de toute l'Antiquité. Un port qui fait rêver les Carthaginois depuis plus de 2000 ans. Le voici, ce port mythique. Lorsque Carthage était à son apogée, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La plus riche, la plus belle cité punique fondée par les Phéniciens. La capitale de l'Empire carthaginois. À l'extrémité de la ville, derrière ses hauts murs, se dissimule le célèbre port militaire. Avec sa forme circulaire étonnante et son architecture très moderne. Un port ultra secret. Autour de l'îlot central, la flotte de guerre des Carthaginois. Le symbole même de leur puissance en Méditerranée. Mais Carthage est aussi une grande puissance commerciale. Voici son port marchand, bondé de navires qui sillonnent toute la Méditerranée et voguent même jusqu'au golfe de Guinée. Ce trafic maritime intense a fondé la prospérité de la ville. Les vestiges de la Carthage punique révèlent que cette cité fourmillait d'activités. En particulier dans les quartiers populaires comme celui-ci, dans le cœur historique de Carthage. Les archéologues y ont découvert tout un ensemble de maisons modestes. Elles permettent aujourd'hui d'imaginer le cadre de vie des Carthaginois. Des maisons aux pièces minuscules. Un témoignage rare et précieux sur lequel veille le directeur du site, Fethi Bejaoui. Là, vraiment, c'est la maison typique de l'époque d'Hannibal. C'est une sorte de nos modernes HLM, tout simplement. Donc, il y avait, c'est des modules bien précis qui sont toujours les mêmes. Donc, vous avez les mêmes pièces, la même disposition, des chambres et des espaces communs dans ces petites maisons qui pouvaient être à 3 étages. Les fouilles ont révélé que chaque maison était alimentée en eau potable, une ressource vitale pour tous. Dans ces maisons, bien entendu, il y a un élément qui est quasi systématique, c'est celui de la présence de citernes. De citernes de très grande importance et puis d'une très grande capacité. Et là, c'est vraiment le souci majeur de Carthage. Vous avez là cet exemple conservé de manière fantastique. Donc, il y avait bien entendu des dalles qui couvraient ces citernes, des citernes là qui peuvent être à la limite fonctionnelles maintenant, hein, parce que l'enduit est fait de manière extraordinaire. L'enduit est préservé. Voici donc ces maisons, telles qu'elles devaient apparaître au début du IIe siècle avant notre ère. On y pénètre toujours par un long couloir étroit. Il mène jusque dans la petite cour intérieure, avec au centre son regard qui permet d'accéder à la réserve d'eau douce. Toutes les pièces de la maison donnent sur cette cour, véritable cœur de la maison. À cette époque, le héros de Carthage s'appelle Hannibal, l'un des plus grands chefs militaires de l'Antiquité et le pire ennemi de la République romaine. Il réussit l'exploit de traverser les Alpes à la tête de milliers de fantassins et de cavaliers et d'une trentaine d'éléphants. L'armée d'Hannibal remporte ainsi plusieurs victoires sur les Romains et parvient même jusqu'aux portes de Rome. Ses troupes seront finalement écrasées par Scipion l'Africain,
à Zama, en 202 avant notre ère. Hannibal, lui, finira par se donner la mort. 40 ans après, les Romains réussissent enfin à prendre Carthage. Nous sommes en 146 avant Jésus-Christ. Une année noire. La cité est totalement détruite. La population massacrée, asservie. Et le sol même de Carthage, maudit par les Romains. Une centaine d'années plus tard, voici Carthage entièrement reconstruite. C'est une splendide cité romaine. Le grand port militaire a été transformé en port commercial, entouré d'élégantes colonnades. Au centre, plus de cales sèches, ni de vaisseaux de guerre, mais un petit temple romain. Carthage possède de gigantesques édifices, parmi lesquels ses thermes impériaux aux dimensions impressionnantes. C'est le lieu de rencontre favori des Carthaginois. Ce qu'il en reste aujourd'hui, quelques vestiges qui peuvent encore témoigner de la grandeur de cet édifice. C'est des termes donc, qui viennent juste après ceux de Caracalla à Rome. C'est vous dire l'importance et la superficie qu'occupaient ces termes. Quelque chose d'assez important. Et puis là, nous ne sommes que dans les sous-sols des services où on emmagasine le combustible. Et pour vous donner une idée justement sur l'importance de ces termes, vous imaginez qu'il y avait une coupole donc, qui surmontait la salle centrale de ces termes. Et donc là, c'est vous dire comment ces termes étaient impressionnants. Pour vous donner une idée sur l'élévation de ces termes, il faut compter l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. 4 étages, 300 mètres de long et une vue à couper le souffle sur toute la Méditerranée. Carthage la Romaine est donc parée de somptueux monuments publics, mais aussi de luxueuses maisons. Quelques-unes s'étendent sur plus de 1000 mètres carrés. Elles sont ornées de grands décors, en plein air, comme ce théâtre d'eau, rafraîchissant, bordé de galeries à colonnes, ombragées, particulièrement apprécié pendant la saison chaude. Sans oublier la cour intérieure, à ciel ouvert, avec son péristyle et son jardin privé. L'une de ces villas a été reconstituée sur le site. Nous sommes donc dans le quartier des villas romaines. Et les Romains ont bien choisi leur emplacement. Vous avez une vue superbe sur la Méditerranée et sur les autres quartiers de la ville de Carthage. Donc c'est vraiment la villa type, c'est une villa urbaine. Et comme vous le voyez, systématiquement, vous avez la mosaïque. On sait qu'il y avait une école de Carthage avec, disons, peut-être ses thèmes spécifiques, mais avec sa technique bien spécifique. Carthage, il faut y insister, était la métropole, donc elle avait ses propres ateliers, comme il y aura d'autres ateliers dans d'autres régions de la Tunisie. Des ateliers virtuoses qui ont produit de véritables chefs-d'œuvre, à l'image de cette célèbre mosaïque d'Ulysse. Les artistes africains sont alors réputés pour leur créativité et la beauté de leur réalisation. Ils rivalisent avec les meilleurs mosaïstes de Rome. Les mosaïques les plus inattendues se trouvent sans doute ici, à Bulla Regia, au nord-ouest de la Tunisie. Dissimulées dans des villas romaines quasiment uniques au monde. C'est l'archéologue Aïcha Ben Abed qui nous les fait découvrir, à quelques mètres sous terre. Ces pièces souterraines sont exceptionnelles. Les mosaïques romaines y sont restées en place.
Au milieu de la salle de réception, Vénus n'a jamais bougé, séduisant aujourd'hui les archéologues. Elle est telle que l'avaient vue les Romains il y a 2000 ans, et j'espère qu'ils pourront la voir dans 2000 ans encore. Vénus a même conservé ses couleurs d'origine. Il suffit de les rafraîchir un peu. Elle est magnifique, elle est vraiment, c'est la perfection, ce corps bien proportionné, ce visage, ces tons. Regardez un peu les bijoux, comment elle les porte, avec quelle fierté. Regardez sa chevelure, son regard un peu comme ça, rêveur. Ah, attendez, c'est vrai, Vénus, c'est le symbole de la beauté, de la perfection féminine, de la richesse plantureuse aussi. Et il faut toujours se dire que ce sont des tesselles, des pierres de couleur naturelle. C'est pas de la peinture, ça. Ils ont été chercher très loin dans ces tesselles, au millimètre près, pour essayer d'avoir ces dégradés et pour oublier les interstices et voir un peu cette continuité qui fait que vraiment la mosaïque, c'est peindre avec de la pierre. Cette mosaïque africaine, raffinée et riche, va devenir un modèle. Vraiment, les Africains vont exceller. Ils vont non seulement exceller, mais aussi ils vont aider énormément à influencer les autres écoles méditerranéennes sur le bassin de la Méditerranée, que ce soit l'Espagne, que ce soit la Gaule, que ce soit l'Italie ou la Sicile. Donc cette école, elle aura énormément d'influence sur le reste du monde romain. Artistes, bâtisseurs, entrepreneurs, les Africains romanisés ont laissé une empreinte visible en terre tunisienne. Jusque dans les paysages. Plus au sud, dans la région de Sfax, une région qui produit la moitié de l'huile d'olive tunisienne. Ici, les plantations d'oliviers s'étirent à perte de vue. Une culture traditionnelle intensifiée à l'époque romaine. Il y a 2000 ans déjà, ces olives, réputées pour leur qualité, régalaient les Romains. L'Afrique était devenue le principal fournisseur d'huile d'olive de Rome. Les gestes de la cueillette n'ont pas changé jusqu'à nos jours. Voilà la richesse de la Tunisie, c'est ça. Pendant l'Antiquité, elle servait pour l'alimentation, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'était quand même la principale source d'éclairage. C'est que les lampes à huile, c'est l'huile d'olive, donc l'huile africaine qui était fameuse et donc qui était très utilisée. Et puis, on l'utilisait également comme onguent dans les gymnases, on l'utilisait comme base pour faire des parfums. Elle était essentielle, elle était partout, elle était vitale donc dans cette civilisation qui était très sophistiquée à l'époque romaine. Aujourd'hui, dans les campagnes, on presse encore l'huile d'olive comme il y a 2000 ans. Ce sont les femmes qui fabriquent cette huile familiale. La méthode est restée simple. Broyer les olives dans la meule pour obtenir une pâte. La plonger dans l'eau. Enfin la malaxer pour en extraire l'huile qui apparaît à la surface. Une huile fruitée et savoureuse qui sera dégustée sur du pain chaud. Dans cette région, l'huile d'olive a donc fait la fortune de quelques grandes villes, depuis 2000 ans déjà. El Djem, par exemple, une ville édifiée aux portes du Sahel. Au milieu de la ville moderne, un édifice gigantesque se dresse de toute sa hauteur. L'amphithéâtre d'El Djem, 36 mètres de haut. C'est aujourd'hui l'amphithéâtre romain le mieux conservé et le plus impressionnant de tout le bassin méditerranéen. Cet édifice en marbre et pierre de taille n'avait pas grand-chose à envier au Colisée de Rome.
Nous y retrouvons Aïcha, l'archéologue, dans les imposantes galeries d'accès. Là, vous pouvez voir, enfin, bien que cette partie soit la moins bien conservée, mais en regardant ici, vous avez un peu une idée de ce que ça pouvait être, de la hauteur et puis des étages dans cet amphithéâtre. Donc, plus qu'ailleurs, j'ai l'impression, on a l'impression ici de ce que pouvait être un tel monument de loisirs et puis l'importance des loisirs dans la civilisation romaine. Cet amphithéâtre, vous voyez qu'il a été construit en gros blocs. On a voulu dès le départ construire un monument gigantesque, très visible de loin. Et avec le temps, ce monument a pris, la pierre a pris une couleur dorée qui attirait certainement les gens de très loin d'El Jem. À l'époque romaine, cet amphithéâtre pouvait accueillir près de 20 000 spectateurs. Un témoin monumental de la prospérité d'El Jem, enrichi par le commerce de l'huile d'olive. Au programme des festivités, ici, il y a 2000 ans, les combats de gladiateurs et de bêtes sauvages. Hommes et animaux sont introduits dans l'amphithéâtre par les sous-sols. Cette rampe d'accès, en pente, mène justement aux galeries souterraines. Ces galeries existent toujours, dans un état de conservation exceptionnel. Nous sommes ici au sous-sol, sous le niveau de l'arène. Donc, vous voyez ici, il y a une série de salles à gauche et à droite. Et dans ces cellules, il y avait des cages, en fait, comme vous voyez ici. Et moi, chaque fois que je traverse ces lieux, j'ai un peu la chair de poule parce que tout se passait ici, en fait. Enfin, tout ce qu'on sait des jeux d'amphithéâtre, c'était donc dans les souterrains. Et puis ici, quand on voit ici, comment on imagine comment monter par le mont de charge les bêtes. Et puis vous avez le combat extrêmement sanguinaire. Ce sont les esclaves qui gardent ces lieux et qui s'occupent des fauves. Des fauves en cage, logés dans ces niches, avant d'être hissés jusqu'au milieu de l'arène, au moyen de cordages et de poulies. Enfin, les fauves sont lâchés. Ces spectacles violents qui opposent hommes et animaux ont aussi inspiré de nombreuses mosaïques. Elles figurent aujourd'hui parmi les plus belles de l'Afrique romaine. El Jem a donc fait fortune aux portes du désert. D'autres cités antiques, spectaculaires, ont prospéré, elles, en pleine campagne. Nous voici au nord-ouest de la Tunisie. Une terre blondie par les blés. C'est le temps des moissons. Un temps qui rythme la vie des Tunisiens dans cette région depuis l'Antiquité. Il y a 2000 ans déjà, la Tunisie exportait tant de blé vers l'Italie qu'elle fut surnommée le grenier à blé de Rome. Un blé transformé en pain et distribué gratuitement au peuple à Rome par les empereurs. Sur cette terre fertile en céréales est née Douga, l'une des villes antiques les mieux conservées d'Afrique, classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Douga a été fondée par les Numides, comme en témoigne ce mausolée royal unique en Tunisie. Après leur conquête, les Romains se sont donc installés ici.
Douga était une ville rurale, plutôt surprenante aux yeux des colons romains. Des Romains peu habitués à ces rues escarpées. Aïcha, elle, les a longuement arpentées lorsqu'elle était directrice du site. En traversant cette rue, j'ai l'impression que les gens qui vivaient il y a 2000 ans avaient pratiquement la même impression, évidemment moins de ruines, un peu plus de bâtis, mais cette impression de paix, cette impression d'authenticité qui est, regardez, cette végétation, ça a très peu bougé et on a vraiment ce sentiment très fort de plonger nos racines dans une histoire qui est plusieurs fois millénaire. C'est là que ça se joue, regardez. Et c'est vraiment un vrai plaisir, un moment exceptionnel. Il y a 2000 ans, Douga la Romaine est une petite ville d'environ 5000 habitants. Une ville aux rues sinueuses, étroites. Les colons romains y ont bâti de nouvelles maisons et des espaces publics, comme ce marché bordé de boutiques. Ils ont aussi embelli la ville et édifié des esplanades et des monuments à la gloire des empereurs. Les rues convergent vers la grande place centrale, au sommet de la ville. Là, on est au cœur, donc sur la place du Forum. Alors, il faudrait imaginer les galeries que vous pouvez voir qui étaient mosaïquées, entourées d'une colonnade. Et puis, il faudrait aussi imaginer que les espaces qui donnaient sur le Forum étaient autres, puisqu'ils ont été condamnés par ces murs qui ont été construits à l'époque byzantine. Le Forum, centre politique et religieux de la ville, est le lieu de rassemblement des citoyens de Douga. Il est dominé par le Capitole, symbole de l'idéologie romaine. Ce temple était un lieu de cérémonie voué au culte des dieux. Au sommet de cet escalier monumental, les prêtres se retrouvaient à l'intérieur, dans un sanctuaire appelé la Cella. Là, nous pénétrons dans la Cella, où figurent les statues des trois divinités fondamentales de la religion romaine. Vous avez cette niche pour la statue de Jupiter. À sa droite, vous aviez la statue de Junon, et puis Minerve, qui était à sa gauche. Donc cette triade capitoline était tellement symbolique et essentielle pour l'identification et pour l'idéologie romaine que rarement elle se superpose à des divinités locales pré-romaines. Une exception notable, Baal-Hamon, grand dieu de la religion punique, maître du ciel, de la terre et de l'au-delà. Il semble avoir été assimilé à Saturne. À Douga, les traditions locales se sont donc fondues dans la culture romaine. Que ce soit au Capitole, ou bien dans les thermes, pavés de marbre et de mosaïques, aujourd'hui soigneusement restaurés sur leur site d'origine. Ou bien encore dans le théâtre. Des édifices qui ont tous enraciné pacifiquement en Afrique la civilisation romaine. Il n'y avait pas cette volonté de vouloir complètement détruire, raser. Elle a dû négocier avec ce qui précédait et puis s'adapter. S'adapter à une religion, s'adapter à une civilisation, s'adapter à une organisation politique. C'est ça ce qui est important, c'est qu'elle est arrivée à créer cette communauté méditerranéenne, ce monde, l'Empire romain qui était centré sur la Méditerranée, évidemment. En terre tunisienne, de nombreuses cités africaines se sont donc inspirées de Rome. Elles l'ont même souvent égalée, avec grandeur.